Bonjour. Ce beau matin ensoleillé du 21 juin 2015, Mario Bergoglio, le pape François, entrait dans une église à Turin, ce qui n'avait en soi rien d'exceptionnel. Ce qu'il était en revanche, c'est que cette église était un temple vaudois. Il avait été construit en 1848 après la reconnaissance des droits civils aux Vaudois qui, du XIIe au XVIIe siècle, avaient été persécutés par l'Église. Accueilli par le pasteur Eugenio Bernardini, président du consistoire de l'Église évangélique vaudoise de Turin, il s'adressa aussitôt à ses fidèles, déclarant notamment: de la part de l'Église catholique, je vous demande pardon pour les attitudes et les comportements non chrétiens et même non humains que, dans l'histoire, nous avons eus contre vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-nous. Cette visite chez les Vaudois marqua le profond attachement du souverain pontife à cette Église qui répondait à ses plus profondes aspirations, une Église qui se tourne vers les pauvres. Celle-ci compte aujourd'hui plus de 26 000 membres en Italie et elle est particulièrement active dans les actions de soutien aux plus démunis et aux migrants. Elle défend aussi le principe de la laïcité dans un pays concordataire et se montre particulièrement ouverte sur les grands débats sociétaux de notre temps. Mais qui étaient donc ces Vaudois et pourquoi l'Église s'acharna-t-elle sur eux pendant des siècles? À l'origine, il y eut un riche marchand lyonnais, Pierre de Vaux, dit Petrus Valdo, qui créa, vers 1170, la confrérie des pauvres de Lyon. Pierre de Vaux prêchait pour les vertus évangéliques et la pureté de la religion et voulait l'épurer et la simplifier pour la rendre plus populaire, plus simple, mais aussi plus accessible aux plus démunis, qui étaient aussi le plus souvent incultes et souvent analphabètes. Il ne s'agissait pas pour lui d'innover, mais au contraire de revenir au christianisme primitif. Les adeptes de cette confrérie se multiplièrent rapidement et prirent le nom de Vaudois. On les appelait également les humiliés, ou encore les sabotés, car ils voulaient être simples jusque dans leur costume. Beaucoup prirent leur marque dans le Midi. Ces Vaudois ne priaient pas en latin, mais en langue commune, celle des petites gens, une sorte de franco-provençal, et possédaient leur propre Bible traduite dans leur langage. Les sacrements étaient réduits au minimum. Ne subsistait que le baptême des adultes et la communion, les autres étant considérés comme superfétatoires. L'Église les assimila aux cathares et en 1184 excommunia Petrus Valdo. Ces adeptes se dispersèrent alors, s'installant notamment dans le Piémont et en Lombardie. Tout sembla alors rentrer dans l'ordre et les Vaudois commencèrent à se faire oublier. Mais 150 ans plus tard, un grand mouvement de population se produisit dans le Luberon. Les seigneurs voulurent défricher la montagne pour la rendre cultivable, dans le but essentiel d'y implanter des vignes pour produire du vin, car ils avaient pris goût au vin lors de leur déplacement dans des régions voisines, et le Luberon ne possédait pratiquement pas de pieds de vigne. Pour cela, il fit appel à ce que nous appellerions aujourd'hui de la main-d'œuvre immigrée, à savoir des montagnards du Piémont, la plupart cultivateurs
et en quête de travail. Parmi eux se trouvaient de nombreux Vaudois, descendants de ceux pourchassés après l'excommunication de Petrus Valdo. Ils étaient très heureux de répondre à cette invitation, en quelque sorte, et ils s'installèrent sur ces terres accueillantes en ramenant, bien évidemment, leur religion, qui très vite s'implanta solidement et allait sans doute y prospérer, car c'était une religion d'amour et de paix. Mais c'était sans compter sur les papes qui venaient de s'installer à proximité, en Avignon, dans le comtat venessin. Cet État était alors gouverné par le légat du pape, le cardinal Alexandre Farnèse. Lui-même résidait à Rome, mais son homme de confiance, le vice-légat, était installé sur place. Il s'appelait Alexandre Campeggi, était évêque de Bologne et était particulièrement redouté à cause de sa violence, qui n'était pas que verbale, envers la population. Il n'entendait pas entamer un quelconque début de dialogue avec les Vaudois. Pourtant, l'un de ses compatriotes et amis l'avait mis en garde en parlant de ses officiers. Ils veulent gouverner ces douces et pacifiques populations avec la rigueur et l'impétuosité dont on use dans le gouvernement de nos pauvres cervelles italiennes. Et c'est ainsi que, bis repetita placent, les Vaudois furent à nouveau, comme leurs ancêtres, déclarés hérétiques et enfermés dans les prisons papales. Puis vinrent les premiers bûchers. Mais ils résistèrent, fidèles à leur devise, Mordicus. La croisade contre les Cathares et les Albigeois s'étant terminée de la façon que nous connaissons, restait à éradiquer ces Vaudois qui prêchaient une doctrine similaire. La croisade contre les Vaudois allait alors commencer et durer près de 2 siècles. Il est évident que les violences du gouvernement pontifical allaient être pour beaucoup dans l'accroissement de la propagande des Vaudois, qui s'ancrèrent avec d'autant plus de force dans leurs convictions qu'elles étaient renforcées par le protestantisme naissant. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1536, des placards, ancêtres de nos affiches, sont collés sur les murs de plusieurs rues de Paris et d'autres villes du royaume, dont Lyon et Marseille, et jusque sur la porte de la chambre du roi de France, François Ier, à Fontainebleau. On peut y lire une charge violente contre la papauté, et notamment une dénonciation des horribles, grands et insupportables abus de la messe papale, une condamnation sans appel de la liturgie telle que Rome l'avait fixée, et une défense des Saintes Écritures. C'était s'en prendre frontalement à l'Église catholique. François Ier est choqué et considère cette action comme un crime de lèse-majesté divine. À l'origine de ces placards, 2 hommes. Un imprimeur lyonnais, exilé en Suisse, Pierre de Wingles, qui imprima clandestinement ses affichettes, et l'auteur du pamphlet virulent, qui choqua profondément le roi, un pasteur de Neuchâtel, également originaire de Lyon, Antoine de Marcourt, qui s'était fait déjà remarquer quelques années plus tôt à cause de la publication d'un Nouveau Testament en français. Ils représentent tous les deux la communauté des Vaudois du Luberon. François Ier se trouva donc à son corps défendant en première ligne dans l'affaire des placards. Bien que heurté, il n'entend pas répliquer aveuglément, et dans un premier temps, il commence à prendre conseil auprès de son confesseur, Antoine Sanguin,
cardinal de Meudon, un personnage controversé, dont on a pu dire qu'il était plus connu par les dons que lui prodiguait la fortune que par ce qu'il fit pour les mériter, et dont la principale qualité fut d'être l'oncle d'Anne de Pisseleu, la maîtresse du roi. Au récit de l'affaire, Sanglin ne semble pas plus surpris que cela, et il indique au roi que les Vaudois s'inscrivent assurément dans ce nouveau mouvement de contestation religieuse venant d'Allemagne, qui a fait son apparition depuis quelques mois dans le royaume, un nouveau mouvement qui se répand dans toute l'Europe et repose sur des thèses véhiculées par le pasteur allemand Martin Luther. Ce vent de protestation deviendra le protestantisme. François connaît ce mouvement, et au début de celui-ci, il avait fait preuve de tolérance, n'étant pas loin d'ailleurs de partager l'analyse des partisans d'une réforme de l'Église. Mais il n'avait aucune raison et aucun intérêt de rompre avec le catholicisme et avec le pape qui, depuis la signature du Concordat de Bologne en 1516, l'une des conséquences de la victoire de Marignan, lui accordait le droit de nommer les évêques du royaume. Prendre le parti des ennemis de Rome, même seulement être trop bienveillant avec eux, c'était risquer la perte d'un instrument politique de première importance. En ce qui concerne les Vaudois, c'était la même chose. Et pour le cardinal Sanguin, il ne s'agissait pas de tergiverser. La réponse du roi devait être ferme. Il en allait de l'unité du royaume autour de sa foi. Mais François Ier restait toujours hésitant. Il a alors 51 ans et sa santé est déclinante. Il est en proie à une fièvre inguérissable et souffre d'une fistule, même s'il n'en poursuit pas moins ses incessants déplacements et qu'il parvient toujours à donner le change. L'ambassadeur vénitien Marino Cavalli souligne sa propension inépuisable à rire et à jouer au bal avec ses dames et sa vaillance en amour. Pourtant, il n'a plus vraiment la pêche, et il est affecté par ailleurs par les nombreuses intrigues de son entourage, ses querelles avec son fils Henri, futur Henri II, et les infidélités répétées de sa maîtresse. Pour en revenir au placard, il ne croit pas en la répression que lui conseille son confesseur, même s'il a affirmé, dès 1535, sa volonté, je le cite, de faire disparaître la secte luthérienne et autres hérésies qui, à notre grand regret et déplaisir, ont pullulé et pullulent dans notre royaume. Pour enrayer le mal, il s'était pourtant montré d'abord inflexible. Et, dès les premiers mois de 1535, ce fut 35 sectateurs qui, nous dit le poète Clément Marot, sont convertis en cendres. Autrement dit, brûlés vifs. Puis il accorda rapidement une amnistie à tous ceux qui acceptaient d'abjurer. Mais ce ne fut qu'une accalmie dans la répression. Certains d'entre vous savent que je porte une affection particulière à ce roi de France, auquel reste attaché le souvenir de Marignan, la magnificence de Chambord et des autres châteaux de la Loire, la renaissance artistique, la réhabilitation de la femme, l'humanisme, et que j'ai d'ailleurs évoqué dans plusieurs conférences et récits. Toutefois, si l'on veut être objectif, on ne peut passer sous silence la face plus sombre de son règne, celle des persécutions des protestants. Même si, j'en suis persuadé,
il s'est toujours efforcé de privilégier le dialogue et de prendre ses distances avec les catholiques les plus excessifs. L'affaire des placards le choque incontestablement, mais il n'en prône pas moins, dans un premier temps, la pondération. Il donne toutefois ordre à tous ses agents royaux de poursuivre ce que l'on appelait déjà les hérétiques. Mais il pensait par ailleurs que c'était d'abord à l'Église qu'il revenait de résoudre ce problème. Il promulgue donc des édits afin de donner à la justice ecclésiastique les moyens nécessaires pour extirper les racines du mal. Mais, en contrepartie, il entendait bien se tenir en quelque sorte à l'écart, se contentant d'observer en spectateur la suite des événements. Mais les racines de ce mal sont profondes et s'étendent dans toute l'Europe. Après l'affaire des placards, un certain nombre d'instigateurs fuient le royaume. Parmi eux, un théologien, Jean Calvin, qui publie, depuis son refuge suisse, des thèses qui favorisent l'expansion irrépressible de cette nouvelle foi. De nombreuses voix s'élèvent alors pour prêcher la tolérance, mais François, sous la pression de l'Église, est de plus en plus sourd à ces exhortations. Sa sœur, Marguerite, qui avait été toujours de bons conseils, vivait alors le plus souvent dans ces terres, en semi-disgrâce, en raison du double jeu que, selon François, elle avait mené avec son mari auprès de Charles Quint pour essayer de recouvrer la partie espagnole de la Navarre. Marguerite était indulgente envers les réformés et avait même combattu le catholicisme agressif d'Anne de Montmorency au temps de sa toute-puissance. Mais son influence auprès du roi avait fondu comme neige au soleil. Et François était maintenant de plus en plus dominé par le féroce cardinal de Tournon, un fanatique dont les mains, tout autant que son chapeau, étaient rouges de sang, et qui était omnubilé par les Vaudois. Pourtant, il faut bien dire que la secte des Vaudois était une secte bien inoffensive et pacifique. Mais elle se trouvait tout près d'Avignon, ce qui ne pouvait qu'irriter le clergé. Le cardinal de Tournon décida donc d'extraire cette épine dans le pied de l'Église. Pour cela, il n'hésita pas à employer les grands moyens, à savoir la répression. Il se heurta aussitôt à Duchâtel, successeur de l'humaniste Budet. Duchâtel, homme tolérant et bon, conseiller avisé du roi, qui s'opposa aux fureurs du cardinal de Tournon. Au cours de l'une de leurs spectaculaires algarades à propos de la tête d'un condamné, au cardinal, qui lui reprochait sa mansuétude, il répondit de manière cinglante « Je parle en évêque, et vous en bourreau !» C'est dire que leur attitude était irréconciliable. Sous la pression du cardinal de Tournon, qui affirmait que si les Vaudois n'étaient pas à proprement parler des luthériens, leur doctrine et leurs aspirations les apparentaient assurément à la réforme qu'ils avaient d'ailleurs précédée de plusieurs centaines d'années. À la suite de lettres patentes publiées par le roi, l'armée est envoyée dans le village vaudois de Cadenet. Mais ces hommes en armes et menaçants ne sont pas très bien accueillis. Par ailleurs, le juge d'Apt s'était emparé, quelques jours plus tôt, du moulin du plan d'Apt, qu'il convoitait depuis longtemps, après avoir fait brûler le propriétaire en tant que vaudois.
D'autres Vaudois, légitimement ulcérés par son acte barbare, saccagèrent alors ce moulin. Ce fut peut-être le prétexte attendu par quelques-uns. Quoi qu'il en soit, le Parlement d'Aix reçut à ce moment-là commission spéciale pour instrumenter contre les Vaudois le Parlement d'Aix qui, il me semble utile de le préciser, avait une bien mauvaise réputation, puisqu'un proverbe disait alors « Le Parlement, le Mistral et la Durance sont les trois fléaux de la Provence ». Le 18 novembre 1540, à la suite de longs conciliabules, il rend le fameux arrêt dit de Mérindole, un arrêt terrifiant qui ordonnait que, attendu que tout le lieu de Mérindole et la retraite, refuge de gens tenant secte damnés et réprouvés, toutes les maisons du dit lieu soient abattues. C'était incontestablement un arrêté de mort contre les hommes et contre la terre. Aucune maison qui abritait ces hérétiques ne devait rester debout. Partout où ils avaient vécu, les villes et les villages seraient rasés, les champs saccagés, les forêts coupées, les arbres fruitiers arrachés, leurs chefs seraient exécutés et leurs femmes et enfants bannis à perpétuité. François Ier fut révulsé par ce décret ignoble, et sous l'influence de Duchâtel et de Guillaume du Bellay, frère du poète Joachim du Bellay, il empêcha son exécution et accorda aux Vaudois un pardon conditionnel le 8 février 1541. Ce fut le dernier triomphe de Guillaume du Bellay, qui avait la confiance du roi, mais était détesté par beaucoup de seigneurs à la cour. Il perd ensuite de son influence et meurt brusquement en janvier 1543. Son frère Jean, cardinal évêque de Paris, dut se contenter d'un rôle subalterne. Il s'enfuira à Rome à la mort du roi. Les Vaudois s'étaient réjouis du pardon conditionnel de février 1541, mais le Parlement d'Aix ne s'avoua pas vaincu et récidiva. Une deuxième fois, en 1542, le roi s'opposa à l'application de l'arrêt de Mérindole. Une troisième, en 1543, et encore une quatrième, en 1544. Par ailleurs, les Vaudois tentèrent de prouver qu'ils n'étaient pas des hérétiques, qu'ils reconnaissaient l'autorité souveraine de la Bible, la croyance au péché originel, la régénération par le Saint-Esprit, et demandèrent que l'on vienne vérifier sur place les accusations injustement portées contre eux. Mais leurs suppliques adressées au Parlement restèrent vaines. Tous ceux intéressés à l'application de la sentence, les fanatiques, mais aussi les cupides qui guettaient les terres des Vaudois, chefs de l'État pontifical d'Avignon et du comtat venessin, parlementaires d'Aix et notables de Provence, restèrent sourds à toutes les requêtes et ils revinrent inlassablement à la charge. L'acte de Mérindole devait être appliqué. Et à chaque fois, François, soutenu par Duchâtel, répondait non. Mais le cardinal de Tournon était du genre coriace et persévérant, n'hésitant pas à mettre en avant des arguments fallacieux et les plus odieuses calomnies. Il en viendra même à lui dépeindre les paisibles Vaudois comme de dangereux séditieux ayant armé la ville de Cabrières et même forcé la prison de Cavaillon pour délivrer un des leurs. Et pendant ce temps-là, l'inquisiteur Jean de Rome, un homme particulièrement cruel,
battaient la campagne, saccageant les maisons des Vaudois, pillant les fermes, accablant les paysans d'amendes et les torturant à l'aide de bottes pleines de graisse qu'ils leur mettaient aux pieds et qu'ils faisaient chauffer au feu. Dans leur plainte au roi, les malheureux Vaudois pouvaient écrire: bref, il est inquisiteur, accusateur, juge et parti, tant qu'il en a fait mourir plusieurs, qu'il a mutilé les autres à pauvreté. L'évêque de Cavaillon, Pierre III Pétrus, se déplaça toutefois à 2 reprises pour discuter avec les Vaudois, et il reconnut qu'il n'avait rien à leur reprocher. Je n'eusse point pensé qu'il y eût de si grands clercs à Mérindol, aurait-il déclaré après avoir longuement échangé avec un Vaudois, Guillaume Armand, fort féru de théologie. Le cardinal de Tournon accusa l'évêque de Cavaillon d'aveuglement volontaire, et il continua à harceler le roi et à multiplier les démonstrations, tentant de prouver le danger exercé par les Vaudois. Son principal argument, martelé avec force, était que ces gens menaçaient l'autorité royale. Il fallait donc en finir avec eux, une fois pour toutes. L'avenir de la couronne était en jeu. Ébranlé par cet argument, François, cette fois, dit oui. Un oui purement verbal, car on peut constater qu'il ne signa jamais de sa main les lettres autorisant l'exécution de l'acte implacable. Mais c'était suffisant, bien suffisant pour le baron Jean Mesnier d'Oppède, premier président du Parlement d'Aix, qui depuis des années n'attendait que ce moment pour entamer les hostilités contre les Vaudois. Jean Mesnier, titulaire de la baronnie d'Oppède, dont les terres s'étendaient jusqu'au nord du Luberon, et qui avait pris depuis quelques années la présidence du Parlement de Provence, était un personnage complexe. Issu d'une excellente famille provençale très estimée, son père avait été ambassadeur du roi à Venise, c'était un seigneur fastueux, aimable et chaleureux, qui cultivait les lettres et publia même une traduction en vers du Triomphe de Pétrarque. Mais c'était aussi un être sombre, vindicatif et d'un fanatisme religieux sans limite. Selon des jésuites que le cardinal Farnèse avait envoyés en Avignon, il n'y a pas de meilleur chrétien dans le royaume de France, zélé pour la foi catholique au point de pâtir infiniment pour elle. Il n'y a pas plus docte quant à la doctrine. Un de ces jésuites de conclure en écrivant à l'un de ses confrères: « Je vous supplie, pour l'amour de Dieu, que dans vos oraisons vous recommandiez le premier président et toute sa maison, parce qu'à l'occasion, il se montrerait toujours favorable à la compagnie. » Dévoué sans doute à sa foi, le président d'Oppède, sous cette façade, cache mal de violents appétits qui l'entraînent à proférer les pires calomnies, allant jusqu'à faire croire au roi que les Vaudois veulent faire du Luberon comme un canton suisse. Oppède est cupide et soucieux de s'enrichir toujours plus. Ces terres, qui étaient toujours souvent et surtout faites de rocailles, étaient entourées de terres vaudoises fertiles. Et celle-ci ferait bien son affaire. Il rêve donc depuis longtemps de s'en emparer. Et bien avant que la persécution des Vaudois ne devint quasi officielle, il s'était livré à certaines exactions contre les paysans vaudois, comme le rapportera Jacques Aubéry, avocat au Parlement de Paris et procureur du roi,
lors d'un procès intenté aux instigateurs des massacres des Vaudois dans le Luberon en 1551. Il fit mourir de faim en sa citerne 5 ou 6 pauvres paysans, ses sujets, auxquels il fit croire qu'ils étaient luthériens et vaudois, afin d'avoir leurs biens et héritages, qu'il prit en sa main pour augmenter sa seigneurie, qui était auparavant peu de choses. Le baron d'Oppède atteindra le summum de la cupidité et du cynisme en lançant à leur propos « Qu'ils ne vivent donc plus, ils m'enrichissent mort !» Tel est le principal acteur de ce drame atroce qui va se jouer en quelques jours. Un autre personnage sinistre va apparaître à ses côtés et le servir avec zèle. C'est un certain Pietro Gelido, dit Il Pero, un Italien sulfureux au parcours chaotique que l'historien et archéologue provençal Fernand Benoît décrit en ces termes en 1933. Vrai personnage de drame qui s'éclipsera au lendemain du massacre, cet Italien fanatique fit de l'entreprise sa chose à lui, intermédiaire du cardinal Farnèse auprès du Parlement et auprès du roi lui-même. Ancien secrétaire du cardinal Farnèse à Rome, il avait reçu de son patron la trésorerie du comtat à Carpentras. Toujours poussé vers les solutions extrêmes, il fut, catholique, parmi les plus virulents. Plus tard, devenu calviniste, ami de Viré, réformateur suisse, et des protestants lyonnais, il trouvera un refuge chez la duchesse de Ferrare, Renée de France, hospitalière aux émigrés. Durant son premier séjour à Lyon, une illumination l'avait saisi. Il se convertit et se fit prêtre. Brûlant d'un zèle de néophyte pour la défense de l'Église, il revient en Avignon et retrouva sa charge à Carpentras. Pietro Gelido, en 1544, était allé voir le cardinal Farnèse à Rome pour l'inciter à la manière forte contre les Vaudois, agitant comme un épouvantail le risque d'une sécession en pleine terre pontificale, un argument qui fit mouche. Mais s'il obtint finalement un blanc-seing du cardinal Farnèse, ce n'était pas suffisant. Il fallait l'accord du roi de France. Et pour l'obtenir, en même temps que les moyens en hommes et en matériel, il s'appuya sur le cardinal de Tournon, trop heureux de lui donner sa bénédiction. Dans le même temps, le baron d'Oppède usait des pires moyens, n'hésitant pas à grossir démesurément de menus faits pour rendre inévitable la répression contre les Vaudois. Il ira même jusqu'à lancer que les Vaudois et leurs amis étaient prêts à attaquer Marseille et qu'il rassemblait à cet effet 16 000 hommes. Le troisième acteur du drame, qui n'attend qu'un signal pour entrer en scène, c'est le capitaine Paulin. Lorsqu'il fut décidé d'appliquer l'acte de Mérindole en avril 1545, se trouvaient à Marseille des galères armées commandées par le capitaine Jean-Antoine Escalin des Esmarres, lieutenant général du roi, plus familièrement appelé le capitaine Paulin, en partance pour le Havre afin de combattre les Anglais. Réputé pour sa bravoure et ses talents de diplomate, il avait été envoyé en ambassade à Constantinople pour y négocier l'alliance de la France avec les Turcs et avait réussi à faire du sultan Soliman l'ami du roi, de son roi très chrétien. Le capitaine Paulin fut sollicité par Oppède qui en fit son exécuteur en basses œuvres. Paulin lui promit en effet de faire vivement la dite exécution.
Les trois principaux acteurs de cette tragédie atroce à laquelle nous allons assister à présent sont maintenant en place et bien déterminés à ne rien négliger pour que leur funeste entreprise soit une réussite parfaite. Paulin est un perfectionniste, qui par ailleurs n'hésitait pas à utiliser les grands moyens. Il s'équipa de canons comme pour affronter une armée, rassembla promptement plus de 4000 fantassins levés à Aix et à Marseille, qui s'ajoutèrent à ces 1000 hommes d'équipage, et il obtint le concours d'une centaine de gentilshommes à cheval, et tout ce beau monde, humant avec délectation un fumet de pillage, marcha allègrement ce 18 avril 1545 contre les malheureux paysans désarmés. Le président d'Oppède est bien évidemment omniprésent à la tête des troupes, flanqué de ses deux gendres, qui lui servaient de conseillers et rassemblaient bons compagnons pour venir à bout de flacons et de bouteilles. Il est vêtu d'un accoutrement semi-guerrier, bien que, pour montrer qu'il est de robe, il n'a ni cuirasse, ni casque, ni jambes. Incontestablement, il en impose. C'est lui le véritable chef. C'est lui qui va implacablement diriger toutes les opérations dans le moindre détail. Dès cette première journée, au nom de Dieu, on assista au plus affreux déchaînement de violence que l'on puisse imaginer. Villemort, le Thor, Mérindol sont envahis, saccagés, ainsi que des dizaines de villages, Pépin, la Tour d'Aigle, dont on peut toujours admirer aujourd'hui les ruines romantiques du château autour duquel tant de malheureux périrent, La Motte, Saint-Martin de la Brasque, la Roque d'Enterron, près de la Durance, et plus au nord, Lacoste, Lourmarin, où seul le château et la maison du syndic sont épargnés. Quel long martyrologue! En une semaine, la douce vallée du Luberon se transforma en vallée de la mort et de l'horreur. Le feu ravagea les hameaux, les cultures. 3000 malheureux sont massacrés. 800 enchaînés sont envoyés aux galères à Marseille. J'ai retrouvé le nom de l'une de ces pauvres victimes. Un jeune clerc de 20 ans, natif de Trézermine, un village entièrement détruit et qui ne fut d'ailleurs jamais reconstruit. Il avait préféré l'enfer des galères à la trahison de sa foi. Il s'appelait Rostagnol, Célestin ou Séraphin Rostagnol. Le 19 avril, les troupes pontificales se joignent au massacre des Vaudois du Luberon, et ils s'en donnent à cœur joie. Partout, le feu qui ravage tout. Éperdus, les Vaudois fuient dans les montagnes, mais ils sont traqués comme des bêtes jusqu'au fond des cavernes et exterminés. Un apothicaire vaudois, Jean Chiaboula, fuyant les massacres de la Tour d'Aigle, est caché dans l'étable d'un notaire royal compatissant de Pertuis. Et bientôt, dans la population, des femmes, des hommes qui ne partagent pas leur doctrine, mais qui sont pris de pitié pour les Vaudois, tentent, comme le notaire de Pertuis, de leur venir en aide. Mais défense leur est faite de leur porter secours, sous peine de mort. Ils n'ont même pas l'autorisation de s'occuper des agonisants qui se multiplient partout, dans les chemins, dans les champs, et se distinguent des cadavres par leur râle sinistre. Certains, blessés et ne pouvant plus fuir, sont dévorés par les loups la nuit venue. Autour de Mérindol, on vit bientôt errer, comme des bêtes affamées,
des hordes de pauvres hères, serrés les uns contre les autres, dont beaucoup n'avaient même pas d'attache avec les Vaudois. Dans le village même de Mérindol, où l'on pensait que s'était rassemblé un grand nombre de Vaudois, on ne trouva qu'un jeune garçon, attardé mental, nommé Maurice Blanc. Il s'était rendu prisonnier à un soldat avec promesse de 2 écus pour sa rançon. Dopède, ne trouvant personne d'autre sur lequel il pût exécuter sa rage, paya ces 2 écus au soldat, puis commença à interroger le jeune garçon sur ses croyances religieuses. Et parce que ce jeune innocent ne sut pas répondre à ces questions, il le déclara hérétique et le fit aussitôt attacher contre un arbre et fit tirer sur lui à l'arquebuse en disant qu'il voulait faire un exemple pour les habitants qui avaient pris la fuite. Cependant, quelques instants plus tard, ces soldats découvrirent les femmes du village qui s'étaient réfugiées dans l'église, avec les enfants, dont de nombreux en bas âge. Elles subirent alors les pires humiliations. Des petites filles de 8 ans sont violées en même temps que leur mère. D'autres femmes sont emmenées toutes nues à l'Oris, où est organisé le plus odieux des spectacles, devant la population médusée. On les fit se tenir par les mains comme pour une danse et aller ainsi par la ville autour du château en les battant et en les frappant inhumainement. Même les femmes les plus âgées ne sont pas épargnées. Un chroniqueur assistant à la scène rapportera ce témoignage. Aux vieilles mets-toi des cornets de papier pleins de poudre à canon esparties honteuses devant et derrière, puis y mettez le feu. Après, il les menoua sur le haut du rocher qui est près du château, lui faisoit dire leur paternoster, puis leur donnait du pied et les faisoit tomber au bas du rocher. Et s'il les trouvoit en bas encore en vie, il les achevoit à coups d'épée et de pierre comme chiens enragés. Mérindol conserve encore de nos jours les stigmates de ces horreurs, comme j'ai pu le constater moi-même encore récemment. Parsemé de tableaux didactiques rappelant le drame, un sentier d'interprétation permet d'accéder jusqu'aux ruines du château où s'élève le mémorial perpétuant le souvenir des Vaudois. Une légende raconte que seul le cuisinier du château ait survécu en se cachant dans un réduit aménagé dans les caves. Il aurait, dit-on, continué à habiter le castel en ruine durant plusieurs années, errant à la nuit comme un fantôme entre les pierres, témoins des pires scènes d'horreur imaginables. Non loin de Pépin, un homme mourut de faim dans un pré après que, à bout de force et ne pouvant plus se tenir debout, il eut brouté avidement l'herbe autour de lui. Ailleurs, en vie, je cite de nouveau un témoin, des petits enfants mourant de faim auprès des mamelles de leur mère qui étaient mortes. Comme souvent, à toutes les époques, des femmes suivaient la soldatesque. Ces femmes se montrèrent tout aussi cruelles que les hommes et se livrèrent au pillage en riant et en chantant comme à une fête. Certaines, hystériques, imaginèrent les pires tortures, s'amusant à crever avec des aiguilles les yeux d'autres femmes, livrant des petites filles au viol des soudards. Et nous en arrivons au terrible dimanche 20 avril, au cours duquel va se dérouler l'épisode le plus atroce de l'expédition, le sac de Cabrières d'Avignon, à 10 kilomètres de l'Isle-sur-Sorgue,
qu'il ne faut pas confondre avec Cabrières d'Aigues, un autre village qui fut également saccagé le jour précédent. Le sac de Cabrières d'Avignon nous a été restitué essentiellement par Jacques d'Aubéry, mais aussi par l'avocat luthérien Jean Crespin, qui publiera en 1554 l'Histoire des martyrs, basée sur des propos rapportés par des témoins oculaires catholiques. Enfin, il faut citer Le sac de Cabrières, un poème très émouvant d'un auteur anonyme qui fut exhumé par Fernand Benoît dans le fonds palatin de la Bibliothèque du Vatican et publié en 1932. La petite cité de Cabrières avait des murailles et un petit château défendu par quelques dizaines d'hommes, assistés d'une trentaine de femmes qui chargeaient les armes et soignaient les blessés. On mit donc en action les canons du capitaine Paulin, et Cabrières ne résista pas et se rendit dès le lendemain. Alors, aussitôt, commença la tuerie. Les yeux exorbités et le corps secoué de spasmes, le président d'Opède exulte et rythme le carnage infernal avec des gestes obscènes. « Tuez-les tous !» hurle-t-il. « Tuez-les tous jusqu'au chat !» Alors, une soixantaine de paysans, parmi cette population promise à la pire des répressions, s'organisèrent pour tenter de défendre leur village avec des moyens dérisoires et sous l'autorité d'un homme déterminé et un tantinet exalté, Eustache Machon. Ils commencèrent à tirer sur les soldats sans leur faire grand mal. Cette tentative de résistance fut rapidement brisée et la répression s'en trouva décuplée. Les femmes et les filles réfugiées dans l'église ne sont pas épargnées. Certaines sont violées, égorgées, d'autres sont brûlées vives dans une grange, celles qui s'échappent par les fenêtres sont reçues sur les pics. Même les femmes enceintes ne sont pas épargnées et subissent les pires atrocités. Le baron d'Opède, après avoir lancé les festivités, rejoignit son château, le château qui porte son nom et se dresse de l'autre côté de la vallée. Il constituait assurément un excellent observatoire pour assister au spectacle, une véritable boucherie faite à coups d'épée et de hallebarde. À la fin de la journée du 21, on put voir les soldats et les gardes du pape promener fièrement des têtes au bout de pique. C'était le signe de la victoire, une victoire nette et éclatante. Cabrières s'était rendu, Dieu pouvait être loué et remercié. Les premiers prisonniers, des notables, sont conduits dans un pré, les mains liées derrière le dos. Jacques d'Aubéry raconte que le premier coup fut porté par un des deux gendres du baron d'Opède qui, d'un coutelas, fendit la tête chauve d'un de ces pauvres hommes liés. Quant aux femmes, elles furent mises en pièces et, je cite toujours Jacques d'Aubéry, le cruel baron ira jusqu'à faire ouvrir le ventre des femmes et fouler aux pieds les petits enfants qui étaient dedans leur ventre. Celles qui tentèrent de s'échapper sont jetées dans un fenil pour y être brûlées vives. D'autres, qui parviennent à se sauver par les fenêtres, sont reçues sur les pointes des pertuisanes et des épées. Comme dans un grand nombre de villages martyrs, les femmes et les enfants s'étaient réfugiés dans l'église, y recherchant une suprême protection. Mais il n'en fut rien. Une femme, rapporte d'Aubéry, après avoir été connue charnellement, fut menée au clocher, et puis les soldats la jetèrent du haut en bas. Ils en forcèrent une fort grosse, prête à enfanter,
tuèrent et mirent au fil de l'épée la dite multitude des femmes, filles et enfants dans la dite église, excepté quelques filles que les gendarmes emmenèrent pour en abuser, et quelques enfants qu'ils vendirent à deniers comptant. Ils vendaient aussi quelques hommes au capitaine des galères. Et bien que tout se passe par le glaive, ou par le rapt, ou par l'enchère, et par la servitude, tant que là, il fut tué environ 900 âmes. On évalue à près de 1000 le nombre des victimes à Cabrières d'Avignon. Eustache Machon est fait prisonnier et finira brûlé vif avec le pasteur Guillaume Serre. Sur le bûcher, il aurait lancé ce message que l'on trouve dans le récit biblique du livre de Daniel, chapitre 3. Le feu ne détruit pas le lien entre le croyant et son Dieu. Combien de femmes et d'hommes sans défense furent ainsi massacrés dans des dizaines de villages du Luberon durant cette semaine effroyable. 3000, 5000, 10 000, 20 000, en comptant toutes les personnes mortes de faim, de fatigue ou de frayeur. Nul ne le sait vraiment. Ce que l'on sait, c'est que pendant plusieurs jours, la Durance, coulant sur le flanc sud du Luberon, devint rouge du sang des victimes. Quant aux rares survivants, 255 furent jugés par le Parlement d'Aix pour crime d'hérésie et 16 pour crime de droit commun. 666 Vaudois sont envoyés aux galères à Marseille, dont des enfants de 13 à 15 ans et des vieillards de 80. Certains, toutefois, purent retrouver refuge en Suisse, ou retourner dans le Piémont, où leurs descendants, dans les vallées de Luzerna et de Bobbio, continuent à pratiquer la langue française et sont restés fidèles à leur foi. Plus encore que l'horreur de ces massacres, le plus révulsant est la joie morbide, l'exultation chez les gens d'église, notamment au Contavenessin, mais aussi jusque dans le peuple. Le vice-légat pontifical, Trivulzio, exalte auprès du cardinal Farnèse le zèle de l'évêque de Cavaillon ou du trésorier du comtat, qui ont tant fait pour le service de l'Église. Un contemporain, de son côté, loue le baron d'Oppède. On devrait, écrit-il, lui dresser des statues et ériger des trophées pour une si belle action qui était l'extermination de l'hérésie. Mais pourtant, certaines réactions vont bientôt trancher dans cette euphorie générale. À Romorantin, Marguerite, la sœur du roi, apprenant de la bouche même du gendre du président d'Oppède l'exécution de l'arrêt de Mérindole, s'écria « À genoux! À genoux !» et dans cette position garda 1 heure le parent du bourreau des Vaudois. L'empereur Charles Quint, de son côté, ne put retenir ses larmes. Quant à Calvin, il se fit répéter la nouvelle car il ne pouvait y croire, et sur le point de perdre connaissance, il se ressaisit et lança des sanglots dans la voix. « Bénissons le Seigneur! Chacun de nous qui sommes les confesseurs de la vérité lui vaudra 1000 prosélytes, et chacun de ces martyrs 10 000. » François Ier fut particulièrement troublé par ce qu'il apprit. Et surtout par le récit de ces horreurs dont il se sentit responsable. Ah oui.
se sentit responsable, car n'avait-il pas donné l'accord verbal pour l'exécution de l'acte de Mérindole? En septembre, 5 mois après les événements, il publia, contre l'avis de l'Église, une déclaration graciant tous les hérétiques de Provence et leur permettant de retourner chez eux. Les Vaudois, envoyés aux galères à Marseille, sont remis en liberté. Mais malheureusement, il en restait fort peu. Rostagnol n'en fera pas partie, car, de santé fragile, il n'avait pas résisté aux conditions de vie épouvantables des galériens. L'opération menée par Oppède fut si violemment arbitraire et si atrocement conduite que l'opinion publique, même parmi les catholiques les plus intransigeants, s'insurgea en faveur des victimes et réclama le jugement des coupables. C'est ce que souhaitait aussi François Ier, qui venait de recevoir Jean Chiaboula, l'apothicaire vaudois rescapé des massacres de la Tour d'Aigue grâce au notaire royal de Pertuis. Mais la santé du roi se dégrade de plus en plus. Ses yeux, naguère fins et pétillants de malice, sont à demi fermés. Son front est sillonné de rides. Il a l'impression, pénible, d'être entouré de morts. Ce n'est pas une impression. Tous ceux qui comptaient le plus pour lui, la reine Claude, 3 de ses filles, 2 de ses fils, d'Enghien, qu'il chérissait comme un fils, ses amis d'enfance, Bonnivet, Brion, Florange, ne sont plus de ce monde. Mort aussi Galliot de Janouillac, l'impétueux compagnon de Marignan, l'éblouissante Victoire qui, au début de son règne, fit de lui un César, comme le souhaitait sa mère. Montmorency, autre vieux compagnon de jeunesse, n'est pas mort, mais ils ne sont plus amis. Marguerite, sa sœur, n'est pas morte, mais elle n'est plus tout à fait une sœur. Et puis, tout récemment, il y eut ces morts. Tous ces morts qui, eux, n'ont pas de visage, mais qui sont toujours très présents et ne cessent de le hanter. Ceux qu'il a condamnés au plus horrible trépas, les malheureux Vaudois du Luberon. Comment vivre dans ces conditions? Comment désirer vivre désormais? Son épouse qui l'ennuie, ou sa maîtresse qui le trompe, sont ses seules perspectives d'avenir, perspectives peu réjouissantes. Alors lui, hier encore si joyeux, devient sombre et mélancolique. Il ne trouve quelque réconfort que dans la prière et continue à s'épuiser dans ses incessants déplacements comme pour exorciser le malin qui ne cesse de le tourmenter. Mais voici que le 1er mars 1547, alors qu'il est en route pour Saint-Germain-en-Laye, il doit pourtant faire halte à Rambouillet, au château de son capitaine des gardes, Jacques d'Angène. Il pense n'y rester qu'une seule nuit, mais lorsqu'il se couche, exténué, c'est pour ne plus se lever. Prévenu, le dauphin Henri, accompagné de son épouse, Catherine de Médicis, est rapidement à son chevet. Oubliez aussitôt les fâcheries et les désaccords. Sur son lit de mort, son père lui confie la maison et lui recommande de régner avec sagesse et de préserver l'unité du pays. Il lui demande aussi de faire toute la lumière sur le massacre des Vaudois du Luberon et de punir les coupables, ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire. Henri II le lui promit et il tint son serment. François Ier meurt le 31 mars et ses funérailles sont rapidement réglées.
Selon la tradition, une double sépulture eut lieu, l'une pour le corps, l'autre pour le cœur et les entrailles. François Clouet, son peintre attitré, le jour même du décès, arrivera de Paris pour prendre le moule du visage du roi et les mesures du corps. Au moule, il rajoutera bientôt barbe et couleur de teint, et avec les mesures prises, il confectionnera un corps en bois représentant le roi en gisant. Ce n'est que le 21 mai que le chariot funéraire transportant la dépouille du roi partira pour Paris et fera son entrée à Notre-Dame, tout entière tendue de noir et illuminée de milliers de cierges. À propos du châtiment des coupables du massacre des Vaudois, je vous ai dit que Henri II tint son serment, et cela malgré de multiples pressions. Alors que le Parlement d'Aix, à l'origine de l'affaire, était sur la défensive, celui de Paris fut saisi par le roi en 1551, 6 ans après les faits. 2 magistrats le récusèrent, et c'est alors que le dossier fut confié à Jacques d'Aubéry de Maurier, qui nous a laissé les récits dont nous avons entendu quelques extraits, et qui occupèrent pas moins de 50 audiences devant la grande chambre du Parlement. Il faut ici rendre hommage à ce magistrat qui traita sans ménagement une affaire livrée aux passions religieuses exacerbées et rechercha la seule vérité, sans égard pour les puissants du jour, qu'ils soient ecclésiastiques, chevaliers ou barons. Chacun minimisa son rôle dans l'opération. Le capitaine Paulin invoqua les pénibles rigueurs de la discipline militaire et assura qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres. Il s'en tirera d'ailleurs à bon compte, totalement absous et réintégré dans ses fonctions. Et il reprit le métier des armes et meurt, 20 ans plus tard, chargé de gloire et d'honneur. Quant au baron d'Oppède, malgré le réquisitoire implacable d'Aubéry, malgré les faits qui l'accablaient, il sortit indemne du procès. Il faut dire qu'il était habile et éloquent, et il se défendit en prétendant que Cabrières était en terre papale, et par conséquent seuls les officiers du pape pouvaient être tenus pour responsables du massacre. Mais Oppède fut surtout sauvé grâce à l'intervention du pape Jules III et des jésuites. Bien que stigmatisé par l'auteur du sac de Cabrières et décrit comme étant cette bête puante et de fait et de nom, puante, si puant avant qu'elle soit morte, que d'un mille là, 100 ans, la femme grosse avorte. Il sera réintégré dans sa charge et remontera sur son siège au bout de quelques années, et fait chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Latran, comte palatin par le pape et encensé par les jésuites. L'un d'eux, dans une lettre adressée à un confrère, écrira d'ailleurs: « Il n'y a pas de meilleur chrétien dans le royaume de France, zélé pour la foi catholique au point de pâtir pour elle infiniment. Il n'y a plus docte quant à la doctrine. Je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, que dans vos oraisons vous recommandiez le premier président et toute sa maison, parce qu'à l'occasion, il se montrerait toujours favorable à la compagnie. » Pourtant, en dépit de l'admiration qu'on lui portait, il mourut empoisonné, peut-être par son médecin qui était protestant. On raconte en tout cas que son trépas fut délicieusement douloureux. Son blason orne toujours le château d'Oppède, à la clé de voûte de la tour, azur à 2 chevrons d'argent, le premier failli à dessert, le deuxième à senestre.
ce qui signifie que chacun des chevrons est interrompu comme brisé net, laissant apparaître la couleur du champ. De son côté, Pietro Gellido, le Perrault, autre acteur essentiel du drame, était empressé de disparaître après les événements. Ainsi donc, peut-on dire que tous ces crimes restèrent impunis? Non, pas vraiment, puisque l'on trouva un bouc émissaire qui paya pour tout le monde, un certain Guérin, qui était avocat général au Parlement d'Aix et que l'on présenta comme le mauvais génie du président d'Oppède. Comme il était par ailleurs faussaire et prévaricateur, il était le coupable idéal et fut promptement jugé, pendu et étranglé. Pendant très longtemps, des poètes évoqueront les événements tragiques du Luberon et la misère de ces temps impitoyables. Le grand Ronsard prêchera la paix et la fraternité aux protestants et aux catholiques, les invitant à une vraie pratique du christianisme, proche incontestablement de celle des Vaudois. Car Christ n'est pas un Dieu de noises et de discorde. Christ n'est que charité, qu'amour et que concorde. Mais il ne sera guère entendu. Et 4 ans seulement après la terrible répression des Vaudois, les poètes et les humanistes ne purent empêcher l'affreux enchaînement des guerres de religion qui allaient, pendant de nombreuses années encore, ensanglanter le pays. Les massacres des Vaudois du Luberon ne sont qu'une sinistre préfiguration de ces guerres de religion qui ensangleront la France à la fin du XVIe siècle et au début du suivant. Si François Ier, malgré ses regrets sur son lit de mort, a sa part de responsabilité que l'on ne peut nier dans le massacre des Vaudois du Luberon, l'Église, par son attitude et son intransigeance, reste, me semble-t-il, la principale coupable, et c'est la raison pour laquelle, 460 ans plus tard, ce 21 juin 2015, un autre François, le pape François, avait fait le déplacement à Turin, dans ce temple vaudois. Dans le Luberon, depuis quelques années, les fantômes des martyrs de ce lointain passé semblent retrouver quelques couleurs. Dans le vieux Mérindol hérissant le roc de ses murs brisés et troués, sous les voûtes des maisons vides d'Oppède le Vieux, sur les seuils desquelles pousse l'ortie, ou bien sur la terrasse de son château mangé par le thym, d'où le sinistre baron et ses soudards regardaient flamber Cabrières, dans les grottes et les cavernes où se réfugiaient les fugitifs traqués, mêlés aux touristes curieux venant du monde entier, des descendants des malheureux Vaudois du Luberon, viennent quelquefois en pèlerinage, et en embrassant du regard le mont Ventoux, le géant de Provence, prient sans doute pour que jamais de telles horreurs accomplies au nom de Dieu, celui des chrétiens comme celui des autres religions, ne se reproduisent dans le monde. On ne peut que s'en réjouir, certes, mais hélas, de nos jours, le fanatisme religieux et l'intolérance poussée à l'extrême, s'ils ne sont que l'apanage d'une minorité, restent tenaces. Et partout dans le monde, le sang des innocents ne cesse de couler. Je voudrais enfin terminer en citant ces derniers vers qui concluent en quelque sorte le pathétique poème anonyme de l'époque
le sac de Cabrières et sonne comme un message d'espoir à travers cette tragédie sans nom que fut le massacre des Vaudois du Luberon. Ô souverain Seigneur, ô grand Dieu des alarmes, fais pour un Cabrières ou un Mérindole naître et fleurir toujours 1000 églises en France qui par ta vérité déchassent l'ignorance. Je vous remercie.